Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains et aujourd'hui nous sommes le 12 avril, c'est vos crypto news. Il se passe pas grand-chose sur les marchés, c'est légèrement ouvert. Chainlink qui prend 13% tout de même et qui va peut-être venir challenger le top 10, plus d'1 milliard de market cap. On en a déjà parlé, Chainlink, un projet très intéressant sur des oracles décentralisés que je vous conseille de regarder. Aujourd'hui, on va parler un peu du pétrodollar au Venezuela, on va parler des remittances avec Ripple, comme on l'a fait hier, on va parler du coefficient de Gini dans les crypto-monnaies, et on va parler du fait qu'il y a un peu plus d'activité euh, pour Bitcoin en ce moment. Allons-y sans tarder. Le CEO de BitMEX, qui s'appelle Arthur Hayes, qui dit all-in sur le Bitcoin et l'or. Juste pour le contexte, BitMEX, c'est l'un des échanges en crypto les plus importants. Ça permet de trade des dérivatives, ça permet de trade des cryptos à gros cap, Bitcoin, Ether et autres, avec du levier jusqu'à x100. Donc ça permet de faire d'énormes profits, ça permet aussi de perdre tout son argent très rapidement. Ça peut être un système complexe pour ceux qui ne savent pas très bien comment tout ça marche. Et il y a beaucoup de gens qui disent que BitMEX notamment trade contre ses utilisateurs. L'échange connaissant en effet tous les trades à chaque instant que chaque personne prend, peut décider d'essayer de eux-mêmes rentrer des trades dans leur système pour, rect comme on dit, les traders. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général, les noobs perdent beaucoup d'argent, non seulement parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, et parce qu'ils sont beaucoup plus susceptibles à ce genre de choses. Il y a aussi des gens qui disent que, c'est ajouter des leviers jusqu'à x100, c'est fait pour, attirer tous ces noobs justement qui ne savent pas trop comment ça marche, qui sont attirés par les profits rapides, qui vont prendre des risques inconsidérés et qui vont en fait, perdre tout leur argent rapidement qui va arriver dans les poches de BitMEX et de notre copain Arthur. Donc Arthur, bon, malgré, tout ça, on peut voir, ça d'un mauvais œil, mais BitMEX, ça reste un business après et les gens, devraient être responsables de leur argent. Si ils trade, c'est le risque qu'ils prennent personnellement. C'est une figure assez connue tout de même et c'est toujours bien qu'ils disent que les gens devraient acheter du bitcoin et de l'or. Ils parlent évidemment de problèmes classiques, disant que le bitcoin, permet de combattre l'inflation, d'imprimer de l'argent. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Si jamais vous êtes nouveau en crypto-monnaie, je vous conseillerais de ne pas aller sur BitMEX et surtout, je vous conseillerais de ne pas trade, en fait. Et si vous voulez vraiment devenir un trader, prenez votre temps parce que 99 des traders perdent de l'argent. Voilà, trader, c'est très, très difficile. C'est possible, on peut gagner beaucoup d'argent avec, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ça demande une fortitude mentale, un caractère spécial, beaucoup d'habitudes. Voilà, et il y a beaucoup de choses à comprendre. Au Venezuela, les Vénézuéliens peuvent maintenant envoyer de l'argent, des cryptos, avec des SMS. Intéressant. Il y a deux cryptos principales au Venezuela. Il y a le pétrodollar qui a fait pas mal de bruit, et il y a une crypto qui s'appelle Dash qui est un peu plus legit selon moi. Parce que tout simplement, elle n'est pas backée par le gouvernement vénézuélien, auquel on pourrait prêter des intentions potentielles. Il y a beaucoup de problèmes avec le pétrodollar, notamment que le prix est très instable. Le gouvernement dit par exemple qu'il vaut près de 60 $ alors qu'en réalité, sur les échanges, il trade près de 10 $. Donc on peut voir très rapidement pourquoi ça peut être un problème. Et donc en effet, il y a Dash qui est très utilisé au Venezuela, qui a également une solution qui s'appelle Dash Text qui permet d'envoyer et de recevoir du Dash juste avec des SMS. J'ai fait pas mal de recherches sur le pétro, bon relativement rapide tout de même parce que c'était intéressant. On trouve toutes sortes de choses sur le pétro en ligne, c'est pour ça qu'il faut prendre vraiment les informations avec un gros, gros grain de sel. Notamment, les informations qui sont liées aux montants qui ont été levés lors, de la vente des pétraux. Ici sur Wikipédia, on trouve le chiffre de 3,3 milliards de dollars. On trouve à d'autres endroits jusqu'à 5 milliards de dollars, on trouve 700 millions parfois. Il y a plein de chiffres différents déjà, ce qui, heu, nous porte à penser que tout ça, il y en a forcément qui sont faux, hein. Si vous trouvez 10 chiffres différents, il y en a qu'un qui peut être vrai. Et voilà, donc c'est pas très transparent. Ils ont changé leur plan quelquefois, c'est pas très important. Au début, ils pensaient être sur Ethereum, maintenant ils sont sur la blockchain qui s'appelle NEM.
Et malgré le fait que ça reste assez expérimental et qu'ils n'ont pas réussi vraiment à trouver de l'adoption chez les Vénézuéliens pour le pétro, ça inquiétait les États-Unis, au point que Trump a signé un ordre interdisant les transactions dans n'importe quelle, monnaie issue par le gouvernement vénézuélien, si vous êtes américain ou si vous êtes aux États-Unis. Donc voilà, ils veulent vraiment garder un contrôle, grâce à leur dollar sur tout ce qui est transactions et trade international. Donc on va voir un peu plus en détail ce qui se passe avec le pétro et ils ont quand même de bonnes intentions, disons qu'ils essaient, on peut au moins, reconnaître ça. Donc le président a décrété que les compagnies aériennes devaient payer pour le fuel en utilisant le pétro. Il a aussi dit que tous les documents liés, les documents administratifs, comme les passeports par exemple, tous les frais liés à ces documents devraient être payés en pétro. Donc ils essaient de trouver ou de créer un peu de forcer des cas d'utilisation tout de même, ce qui est une stratégie intéressante et pourquoi pas. Voilà, donc leur but était évidemment, comme on l'a vu, ça rappelle ce qu'on a vu ici dans l'article Wikipédia avec les États-Unis et les relations de force. Ils voulaient, être un peu plus libres et pouvoir, passer outre les sanctions, que les États-Unis, leur appliquent. Voilà, donc c'est pourquoi pas, mais pour l'instant, il y a quand même encore beaucoup de sites web qui disent que le pétro est un scam et beaucoup de gens au Venezuela n'ont aucune idée de comment l'utiliser. Alors le pétro, parce que le pétro du nom, complet, le pétrodollar, est censé être backé par les réserves de pétrole qui sont très importantes au Venezuela. Le problème, donc ici on nous dit que voilà, c'est censé être backé par, un endroit, une zone qui a 5 milliards de barils de pétrole. Le problème, c'est que c'est une région qui est très isolée avec peu de gens et une infrastructure qui n'est quasiment pas développée. Donc le pétrole est là, mais le pétrole est dans le sol et c'est pas du pétrole qu'ils ont et qu'ils peuvent vendre comme ça rapidement. Donc au mieux, on pourrait dire que c'est vraiment baqué de manière très faible et on comprend pourquoi, le prix est très fluctuant, déjà en regardant ça. Ici, c'est un article assez complet. L'auteur a pris le temps de parler avec des gens qui sont vraiment sur le terrain, donc on va voir un peu ce que les gens disent. Voilà, donc à propos du pétro, ça n'a pas accompli ce qu'ils annonçaient. Ils ont pas réussi à avoir, d'intérêt vraiment de la population et c'est impossible de vérifier s'il y a, vraiment, des réserves qui backent le pétrodollar. Donc ça fait écho à ce qu'on a vu juste avant. Ils disent pourtant que, technologiquement, ça marchait bien, mais les autorités peut-être manquaient de détermination et il y a eu des millions de pourcents d'inflation au Venezuela, donc il faudrait qu'ils changent, leur raisonnement et la façon dont ils se comportent globalement pour travailler avec, un token qui ne serait pas, inflationniste et ça reste un projet qui est très manipulé selon lui. Le pétro n'est pas vendu sur aucun est vendu sur aucun échange majeur et ils ne connaissent pas de magasin qui l'accepte. Donc tout de même, il y a quand même beaucoup de boulot à faire encore. Voilà, ici on voit que Maduro dit qu'ils ont levé 5 milliards, donc c'est faux évidemment, hein, il ne faut pas croire ça. Globalement voilà, c'est donc un rapport mitigé pour le pétro. On voit qu'il y a une certaine volonté de faire des choses, mais ils n'ont pas réussi dans les faits. Si vous êtes au Venezuela, utilisez plutôt Dash que pétro. Plus de remittance, donc c'est-à-dire envoyer de l'argent, dans le pays d'origine à la famille quand vous avez émigré en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Hier, on parlait des Philippines et aujourd'hui, c'est la Thaïlande, donc encore avec Ripple et ça permet donc ils ont lancé, un système cross-border, donc à travers les frontières pour envoyer de l'argent depuis l'Europe jusqu'en Thaïlande. Très bonne nouvelle, la Thaïlande, reçoit jusqu'à 6,7 milliards par an, heu, ce qui est assez significatif en remittance. Mais c'est aussi l'un des pays, où ça coûte le plus d'envoyer et de recevoir l'argent. C'est pour ça que le use case, heu, des cryptomonnaies pour que ce soit rapide et peu cher est très bien trouvé. J'ai fait des petites recherches rapidement. Combien ça coûte si vous voulez envoyer de l'argent en Thaïlande? Bah, déjà vous voyez que c'est pas instantané, ça prend du temps et que pour la plupart des cas, c'est des plupart des entreprises, ça va vous coûter,
un montant qui est quand même significatif, alors qu'avec Ripple, ce serait quelques centimes. Donc, encore une fois, on peut s'étonner du fait qu'en 2020, les banques n'arrivent pas à faire des transactions à travers les frontières, à travers les pays. C'est un très bon cas d'utilisation des crypto-monnaies. Gibraltar rapidement, qui a des régulations qui sont, très, positives et souples pour, la blockchain et les cryptos. Il y a déjà 15 boîtes qui sont, là-bas et petite, session, d'apprentissage. Gibraltar, si vous ne le saviez pas, c'est actuellement situé, actuellement, et tout le temps, hein, au sud de l'Espagne. C'est un territoire britannique, voilà, une enclave. Tout petit, juste ici, c'est, une particularité. Voilà, on passe rapidement là-dessus. Il y a eu beaucoup plus d'intérêt sur le bitcoin. Il y a 400 000, plus de 400 000 nouveaux portefeuilles qui ont été créés dans les 3 derniers mois. Ça ne veut pas dire évidemment que ce sont 400 000 nouvelles personnes qui se sont intéressées au bitcoin, parce qu'une personne peut avoir plusieurs adresses. C'est une pratique courante pour diversifier, et réduire le risque en fait. Voilà, si vous avez tous vos bitcoins dans une adresse et que vous perdez la clé privée de cette adresse, eh bien, voilà, vous êtes, foutus, hein. Donc, mais c'est tout de même une métrique intéressante. Cependant, quelque chose d'autre qui est mentionné dans l'article, c'est que le nombre de whales, c'est-à-dire les très gros possesseurs de bitcoin qui ont plus de 1000 bitcoins, donc c'est très important, hein, ça rigole pas, a aussi augmenté très significativement. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vraiment ceux qui étaient là depuis le début, ceux qui connaissent le mieux peut-être, sont très confiants. Et ça m'a poussé à faire des recherches sur le coefficient de Gini lié au bitcoin et le comparer avec les pays en général. Donc pour ceux qui ne savent pas, le coefficient de Gini, c'est donc un chiffre entre 0 et 1 ou 0 et 100, peu importe, hem, qui mesure la dispersion statistique. Et tout simplement, voilà, si ça vaut 0, ça veut dire que c'est l'égalité parfaite, toutes les valeurs sont les mêmes. Et si c'est 1 ou 100, ça veut dire que, c'est une inégalité maximale. Quelqu'un aurait toute la richesse, par exemple, et les autres n'auraient rien. C'est très utilisé pour mesurer la distribution de la richesse dans les pays notamment. Et donc voici la liste de l'index de Gini pour tous les pays du monde, le plus gros étant l'Afrique du Sud, donc là où il y a le plus d'inégalités. Et ça descend. Beaucoup de pays sont entre 30 et 40, la France est à 32 notamment. Le pays le plus égalitaire en termes de distribution de la richesse serait l'Ukraine, avec 25. Et alors vous pouvez poser la vidéo si vous voulez essayer de deviner ici quel est le coefficient de Gini du Bitcoin. Heu, Petit indice, il est beaucoup plus haut que ce que je pensais. Je m'attendais à ce qu'il soit déjà haut parce que le bitcoin, voilà, il y a beaucoup d'adresses qui ont beaucoup de bitcoin. Déjà, il y a Satoshi qui a plus d'1 million de bitcoin, hem, sur les 21 millions, et il y a beaucoup d'adresses qui ont 0,01 bitcoin et moins. Mais, c'est très, très élevé. Donc, la réponse, c'est qu'actuellement, on est à 0,95, ce qui est énorme. Et le coefficient de Gini, vous voyez qu'il a varié dans le temps, mais il n'a jamais été plus bas que 0,88. Donc voilà, malgré toutes les bonnes qualités que Bitcoin peut avoir, qui permet, d'envoyer de la valeur, de l'argent, à des gens sans problème, ça reste tout de même, très, très inégalitaire en termes de répartition de richesse, ce qui est aussi un des arguments pour lesquels, les gens pensent que ça peut être le plus grand transfert générationnel de richesse, de l'histoire. Plus d'activité encore sur le supply qui bouge. Ça veut dire que les gens, sont prêts, et se demande ce qui va se passer. Donc, peut-être en prévision du halving. Donc on voit globalement qu'il y a presque 3 millions de bitcoin qui est dans le supply actif. Ça veut dire que voilà, ça bouge, peut-être plus de trade. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Donc, c'est intéressant tout ça. On se rapproche du fameux halving qui est en mai. Heu, on va voir comment les choses se passent et on va finir cette vidéo avec un petit rappel sur des scams, des arnaques, voilà, en crypto, pas de jour sans scam. Cette fois-ci, c'est Harry et Meghan qui, ont vu leur nom utilisé dans des arnaques,
Il y a eu d'autres personnalités, hein, comme Bill Gates, Warren Buffett, Richard Branson et plein d'autres qui, ont vu leur nom être utilisé. Donc voilà, rapidement, si on veut rigoler un peu, on peut lire ça. Donc voilà, ce qui nous a rendu, et ce qui a fait qu'on a du succès, c'est de ne pas hésiter sur les opportunités, voilà, comment on gagne de l'argent maintenant? C'est un programme de trading évidemment, voilà, c'est la plus grande opportunité de notre vie pour, créer une petite fortune très rapidement. Et donc, voilà, évidemment, vous lisez ça, vous ne cliquez pas dessus, hein, ils ont utilisé tous les techniques de FOMO. FOMO qui signifie Fear of Missing Out en anglais, ce qui veut dire, la peur de manquer en français, c'est pas très bien traduit. Mais en gros, c'est cette boule dans le ventre que vous ressentez quand vous voyez que tout le monde se fait plein d'argent et que vous vous dites: «Mais pourquoi pas moi?» Donc voilà, quand vous sentez ça, le premier réflexe à avoir, c'est de prendre une grande inspiration et de réfléchir et de dire que rien ne vient gratuitement dans la très grande majorité des cas. Donc voilà, ils ont utilisé, des des fausses citations de gens qui auraient utilisé leurs produits et tout ça, voilà. Donc faites attention. D'ailleurs en France, il y a aussi eu Mbappé, on a utilisé son nom, voilà, qui serait passé dans une émission télé qui aurait montré, heu, des revenus d'un programme de trading et ce n'était pas le cas, c'était une arnaque. Voilà, Kylian Mbappé porte plainte contre une arnaque aux crypto-monnaies. Donc voilà, faites attention et je vous vois demain pour plus de news. N'oubliez pas de like. À plus.